7h15, nous retrouvons les experts d'Europe 1. Thomas Soto. Les experts d'Europe 1 sont là. Axel de Tarlé pour l'économie, Antonin André pour la politique et désormais Franck Ferrand, notre historien, pour un voyage quotidien dans le temps. Bonjour à tous. Bonjour Thomas. Axel de Tarlé, on l'a appris hier soir, il va donc y avoir un nouveau PDG pour Air France qui va s'appeler Jean-Marc Janaillac. Et déjà un début de polémique puisque cet énarque de 63 ans, est un très proche de François Hollande. Eh bien oui, il sort de la fameuse promotion Voltaire de l'ENA, vous savez, celle de François Hollande, Ségolène Royal, Jean-Pierre Jouyet, Michel Sapin. Il était également à HEC avec François Hollande et en 2012, Jean-Marc Janaillac a participé à la campagne de François Hollande. Il était en charge du pôle transport du président. Alors vous voyez, ça fait beaucoup, au point d'ailleurs que figurez-vous que c'était l'un des points faibles de sa candidature. On savait que justement, il y allait avoir des accusations en parachutage à la tête d'Air France. Mais pourtant, Jean-Marc Janaillac, il est légitime à ce poste. Oui, faut le dire, ça. Oui, il faut le dire parce qu'il connaît parfaitement le monde des transports. Il a dirigé une compagnie aérienne, AOM. Il a dirigé également les résidences de tourisme, Maeva. Et depuis 2012, il est le patron de Transdev. Transdev, c'est une société qui opère des bus et des tramways dans de très nombreuses villes en France et à l'étranger. Et surtout, il a redressé Transdev, qui était au plus mal et qui aujourd'hui va bien. Donc vous voyez, c'est ce qui a amené le conseil d'administration d'Air France à choisir Jean-Marc Janaillac, qui est d'ailleurs le seul candidat, donc il sera élu, il y en a pas d'autres. Et à la tête d'Air France, il aura pour mission, et on dit que c'est un homme de dialogue social, parce qu'il va avoir pour mission de renouer le dialogue avec les pilotes, vous savez, qui viennent de refuser le plan de compétitivité. Alors l'actuel patron, Alexandre de Gignac, partira fin juillet, donc c'est à ce moment-là que se fera le passage de relais. Mais pourquoi ne pas avoir choisi un candidat en interne chez Air France ? Alors c'est ce que réclamaient les syndicats. Bon, finalement, une candidature extérieure a été préférée, c'est souvent le cas chez Air France, mais il y avait d'autres candidats qui étaient pressentis. Le conseil a sondé Fabrice Brégier, le patron d'Airbus. Il a sondé Alexandre Bompard de la FNAC ou Caroline McCall, qui est la patronne d'EasyJet. Mais bon, ces gens-là gagnent Caroline McCall, elle gagne 10 millions d'euros. Donc à Air France, elle aurait dû diviser son salaire par 10 pour diriger une compagnie aérienne compliquée avec l'État d'un côté, les pilotes et les syndicats qui sont tous deux assez chatouilleux, qui peuvent même à l'occasion vous arracher la chemise. Bref, ou le chemisier en l'occurrence pour Caroline McCall. C'est malheureux à dire, en tous les cas, Air France fait quand même moins rêver. Air France fait moins rêver. Et on notera au passage que Frédéric Gagey, lui, reste à la tête de Air France. On aura toujours le ticket, voilà. Parce qu'il y a Air France KLM, tout le groupe, ça c'est le PDG. Voilà, ça c'est Janaillac et Gagey, toujours à Air France. La politique, Antonin André, François Hollande à la reconquête des profs. Sans les enseignants, il n'a aucune chance de se qualifier pour un second mandat. Pendant 2 jours, le gouvernement va donc tenter un grand numéro de calinothérapie, on va dire, parce que les profs, pour l'instant, il les a perdus. Et oui, 44% des profs ont voté Hollande en 2012 et selon l'IFOP, ils ne sont plus que 26% à le soutenir pour 2017, 18 points de chute, c'est considérable. Alors pourquoi cette banca ? Parce que les profs, ils ont le sentiment de s'être fait blouser. En 2012, François Hollande fait campagne sur la jeunesse, il leur promet la création de 60 000 postes. Et qu'est-ce qu'ils prennent sur la tête à l'arrivée ? La réforme des rythmes scolaires, celle du collège pour la rentrée prochaine. Et du coup, le président n'a pas d'autre choix que de sortir le carnet de chèques. Les instits premiers impactés par la réforme des rythmes scolaires vont toucher une prime de 800 € annuels. Coût pour le budget de l'État, plus de 250 millions. Alors là, on voit bien qu'on est en campagne. Et puis le président viendra ce soir défendre son bilan aux assises de la refondation de l'école. Alors voilà, c'est un grand raout qui va durer 2 jours avec 2000 instits, profs et conseillers d'éducation. Et les 3 derniers ministres de l'éducation d'ailleurs seront là. Vincent Payon, Benoît Hamon, Najat Vallaud-Belkacem. C'est en quelque sorte l'union sacrée pour reconquérir les profs. Petite parenthèse, raconte-moi d'agent Philippe Ballas, c'est le vrai faux de l'info, de vérifier s'il y a eu ou non ces 60 000 postes créés dans l'éducation nationale qui étaient promis au début du quinquennat. Mais c'est pas 60 000 créations que de profs. Ouais, c'est 60 000 dans l'éducation nationale. Tout le monde n'avait pas compris la même chose. Bon, est-ce que les espoirs de reconquête de François Hollande sont fondés, Antonin, dans le dur de la campagne ? Les profs reviendront-ils presque naturellement vers lui ou est-ce que là c'est vraiment mal barré ? Ce sera très dur parce qu'en fait, entre les profs et le Parti Socialiste, la procédure de divorce est enclenchée depuis longtemps. Souvenez-vous de Claude Allègre qui voulait dégraisser le mammouth sous Lionel Jospin. Souvenez-vous de Ségolène Royal en 2007 qui voulait que les enseignants passent aux 35 heures effectives en salle de classe. Et quand le PS braque les profs, qu'est-ce qui se passe ? Sanction immédiate. 2002, effet mammouth, les enseignants se dispersent vers Chevènement ou Taubira. Lionel Jospin est éliminé. En 2007, Ségolène Royal, elle aussi, est plombée par la démobilisation des enseignants. Et François Hollande a tout ça en tête. C'est pour ça qu'il n'a pas le choix et qu'après le point d'indice des fonctionnaires, il doit s'assurer le soutien de cette clientèle très politisée. Alors il a des arguments. C'est vrai que l'an dernier, le budget de l'éducation nationale, par exemple, est redevenu le premier budget de l'État devant la défense. Les 60 000 postes dans le monde éducatif seront créés, les primes rehaussées. Est-ce que ce sera suffisant ?
pas sûr. Qu'est-ce qui me fait dire ça? C'est le climat social actuel, notamment autour de la loi El Khomri, qui est un bon indicateur, si l'on en croit les journées de grève à l'école lors des dernières journées de mobilisation. Voilà, opération séduction auprès des profs de l'éducation nationale, des instituteurs, mais pas ça sûr, risque d'être un peu court. pas sûr que le match soit gagné, nous dit Antonin André ce matin. Nouveau rendez-vous dans les experts. On voyage dans le temps désormais avec Franck Ferrand. Je vous entends, Franck, ça va bien? Mais oui. Bon, dites-nous à quel 2 mai donc nous allons ce matin pour commencer. Le 2 mai 1519, Thomas, nous sommes à Amboise, au manoir de Cloux. Cloux, c'est cette ravissante demeure qu'on appelle nous aujourd'hui le Clos Lucé. Ce 2 mai voit disparaître Léonard de Vinci. Alors, il y a une légende qui voudrait que le maître italien ait rendu son dernier soupir dans les bras de François Ier. Aujourd'hui, on sait que c'est faux, puisque François Ier, ce jour-là, signait des édits à Saint-Germain-en-Laye. Il n'empêche que l'image est belle, qu'elle a été représentée par un grand peintre d'histoire, Ingres. Bon, mais pourquoi Léonard de Vinci était-il à Amboise à ce moment-là? Parce qu'il y avait été invité par François Ier et par sa mère Louise de Savoie. Il l'avait invité en 1516 à venir s'installer en France. Le maître a donc quitté la cour pontificale et traversé les Alpes à dos de mule. Il emportait avec lui quelques tableaux, dont la Joconde. Il a été nommé premier peintre, premier ingénieur et premier architecte du roi. Un roi qui donc l'a hébergé, pensionné, qui surtout l'a laissé libre de travailler à sa guise. Léonard a bien voulu œuvrer à des spectacles de cour. Il a fait quelques plans pour le domaine de Louise de Savoie, des travaux d'urbanisme, d'hydraulique, bien entendu, de mécanique. Tout ça le passionnait beaucoup plus que la peinture en vérité. Mais il n'a pas vraiment eu le temps de profiter de sa nouvelle liberté. 3 ans. Vinci, Et puis, 3 ans. La maladie ensuite a eu raison de lui. Ce 2 mai 1519, donc, selon sa volonté, un cortège de 60 pauvres va l'accompagner jusqu'à sa dernière demeure, la collégiale Saint-Florentin du château d'Amboise, et il va léguer à Francesco Melzi, son dernier disciple, bien sûr ses pinceaux, ses livres, etc., mais aussi ce qui lui restait d'œuvres, d'innombrables croquis, des dessins, des tableaux qui seront dispersés par la suite. Rassurez-vous, l'essentiel était entré dans les collections royales et aujourd'hui, la Joconde, le Saint-Jean-Baptiste par exemple, sont toujours au Louvre. On doit aussi à Léonard des inventions techniques telles que, alors là on pourrait en citer beaucoup, l'ancêtre du char d'assaut, le principe de l'hélicoptère, etc. Mais ça, ce sont d'autres histoires. L'histoire qu'on retrouve tout à l'heure à 14h avec vous, vous nous parlerez de quoi, Franck? Nous allons revivre la naissance épique des États-Unis d'Amérique. Franck Ferrand, désormais au cœur des experts, tous les matins à 7h15 avec Antonin André et Axel de Tarlet. À demain matin, 7h15, les experts.